le sujet cœur de la semaine de l'entreprise inclusive, on a parlé sur la causerie suivante des bonnes pratiques en matière d'inclusion. Voici les idées clés qui ont été transmises à l'occasion de cette causerie. J'ai pris le soin dans une première partie relativement longue d'ailleurs de reclarifier ce qu'on entendait par entreprise inclusive. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on entend essentiellement cette dénomination pour les entreprises sociales inclusives, dont le cœur de métier est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes éloignées du monde de l'emploi, donc qui sont des acteurs d'un métier qu'on appelle l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Mais les entreprises inclusives ne se réduisent pas du tout à ce pan magnifique de l'économie que sont les structures de l'IAE. L'entreprise inclusive, si on regarde quelque part sa définition première, c'est une entreprise qui va cultiver la diversité, c'est-à-dire dont l'état d'esprit, dont la culture prône à l'ouverture, à l'accueil de la différence justement, qui est absolument convaincue que la diversité amène de la richesse, qui donc va avoir des processus non discriminants en termes de recrutement et qui va prendre soin de son externalité sociale et sociétale positive. Là où il y a une seconde étape, c'est que toutes les entreprises qui cultivent la diversité ne sont pas inclusives. Que par contre, pour être une entreprise inclusive, il faut évidemment pratiquer la diversité, mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième étage dans la fusée de l'entreprise inclusive, c'est que va pouvoir se dénommer l'entreprise entreprise inclusive qu'à partir du moment où elle aura mis en place très concrètement en son sein les conditions permettant d'intégrer de manière confortable et efficace les personnes issues de la diversité et de leur offrir une expérience de vie au travail qui soit génératrice de positif pour leur donner envie de rester en poste, de continuer à vivre à l'intérieur de cette entreprise. Là où la diversité va être plutôt un sujet très objectif, technique, quantifiable, lié au recrutement, le sujet de l'inclusion va être quant à lui un sujet beaucoup plus dynamique, beaucoup plus un engagement intégratif qui relève plutôt du management et de la qualité de vie au travail que des seuls services RH. Et moi, j'aime à parler d'internalité positive. On est quelques-uns à utiliser ce terme-là pour parler de finalement l'impact de l'entreprise, non plus à l'extérieur, externalité, mais à l'intérieur de ses murs. On avait rappelé que l'entreprise donc inclusive, qui cultive la diversité et qui met en œuvre ses moyens d'une expérience positive du travail, a des bénéfices à deux titres sur le plan humain, offrant une expérience bien plus riche à l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, grâce à la chance de pouvoir travailler chaque jour, coopérer avec des personnes qui fonctionnent différemment. Et on sait aussi que ça produit de la richesse sur le plan productif. Je vous en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, les études l'ont prouvé. On a ensuite, à l'occasion de cette causerie, alors où il y a eu beaucoup d'interactions et beaucoup de prises de parole, focalisé notre tour de table et nos échanges autour de deux types de pratiques inclusives. Les premières autour du recrutement et les deuxièmes autour de l'onboarding. Il y a eu tellement d'échanges qu'on n'a pas pu aborder les bonnes pratiques inclusives en matière de maintien d'emploi ou avec les parties prenantes externes. En tout cas, sur le recrutement, ce qui est ressorti de nos échanges, c'était de faire attention à l'offre d'emploi en tant que telle, aux médias qu'on employait pour faire connaître l'offre d'emploi aux personnes que l'on recherchait, faire attention au dossier de candidature en tant que tel, comme étant déjà le vecteur de l'image de l'entreprise et devant nécessairement faire attention à des critères d'accessibilité et rassurants finalement pour les personnes issues de la diversité. Et puis, on a pas mal échangé autour de l'entretien de recrutement en tant que tel, partant du principe que le recruteur avait un rôle extrêmement important dans ce temps qui est un premier contact pour la personne issue de la diversité. Un recruteur qui ne peut pas être ignare des questions sensibles, qui doit être absolument plus que sensibilisé mais formé, qui doit adopter une posture et surtout qui doit être à l'écoute des besoins du candidat, de manière à ce que si on passe à l'étape suivante, qui est l'intégration en poste, justement, on ait créé le terreau des conditions favorables de l'intégration. Côté onboarding, on a parlé des nécessités d'adaptation de poste et d'organisation du travail, de l'obligatoire sensibilisation de l'équipe
rappelant de manière humaniste, parce qu'on doit être responsable, que la situation, elle n'est pas évidente pour la personne issue de la diversité, mais rappelons que la situation n'est pas évidente non plus pour les personnes qui ont à travailler avec la personne issue de la diversité et qu'on aurait parfois à tort le réflexe de finalement concentrer tous nos efforts sur la personne, par exemple en situation de handicap, oubliant que les collègues peuvent eux aussi vivre des impacts et avoir besoin eux aussi d'adapter leur façon de fonctionner. Et enfin, nous avions partagé en bonne pratique d'intégration le fait qu'il s'agit de nourrir une bonne qualité de relation et de communication pour la personne issue de la diversité avec son employeur, qui a été son recruteur et qui peut passer gouvernance, avec son manager de proximité, bien sûr, et avec ses relais internes ou relais externes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on voit bien que voilà, les webinaires, au fur et à mesure, finalement, rebondissaient sur ce qu'on avait vu dans les webinaires précédents. Est-ce que quelqu'un était présent à cette causerie et souhaite partager quelque chose, ou celles et ceux qui n'y étaient pas, n'hésitez pas